Allô la Terre. Ah oui, ça marche. Merci la technique. Donc nous nous retrouvons pour une nouvelle table ronde de ces Utopiales. Enfin une table ronde, plutôt une rencontre avec, puisque la table ronde elle est ronde autour de Antoine Drouhard, présenté comme alchimiste du neutronium. Alors on va voir ce que ça signifie dans le monde réel, puisque évidemment ce titre a été choisi en pensant à la trilogie de Peter F. Hamilton, enfin un des tomes de la trilogie de Peter F. Hamilton, et cet alchimiste du neutronium qui y dénomme une arme de destruction massive. Antoine Drouhard n'est pas dans les armes de destruction massive, il est dans la physique nucléaire, dans la physique du noyau des atomes, ce qui n'est pas finalement dans l'imaginaire et même dans le réel sans rapport avec ces objets, mais lui il est plutôt physicien de la physique, physicien fondamental, physicien qui travaille au département de physique nucléaire du CEA à Saclay, dans l'Essonne, et qui fait de la recherche fondamentale sur la matière, sur les constituants alchimes de la matière, sur les noyaux des atomes. Et donc, pendant une quarantaine de minutes, je vais discuter avec lui. On va interroger cette question de la matière nucléaire, de la matière dans son état le plus fondamental finalement. Et puis ce neutronium, c'est quoi? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que les physiciens étudient des matières qui ressembleraient à ce neutronium? Est-ce que ça a fait sens en physique réelle? Et puis après, nous prendrons évidemment des questions, vos questions à adresser à Antoine. Alors pour commencer d'abord, Antoine, est-ce que tu peux, pour qu'on pose bien les bases de la question, nous rappeler un peu la façon dont se structure la matière, disons, de notre échelle, mais rapidement, mais surtout aux échelles qui t'intéressent, aux échelles des atomes et puis du noyau des atomes. Exactement. Bonjour à tous. Alors effectivement, pour bien comprendre la question de la transmutation, la question de la matière, il faut déjà bien avoir en tête la structure de la matière. En gros, tout ce qui nous entoure est composé d'atomes. Alors des atomes qui peuvent être sous forme de molécules, comme les molécules d'air, enfin de molécules d'azote dans l'air, sous forme de cristaux, comme les métaux. Mais tout ça, c'est des atomes qui sont organisés les uns avec les autres. Et qu'est-ce qu'un atome? Donc un atome, c'est en fait un cortège électronique d'un certain nombre d'électrons qui sont autour. Alors effectivement, là, on est de plein pied dans le monde de la mécanique quantique. Donc les électrons ne sont pas des petites particules qui tournent avec une certaine vitesse autour d'un noyau qui serait comme une sorte de système planétaire. Non, pas du tout. Les électrons sont, comme disait Roland, des ornithorynques. C'est-à-dire que parfois on dirait des canards, parfois on dirait des taupes, mais ce sont ni les taupes ni les canards. Je trouve que le mot assez parlant, c'est truc. Moi, j'aime bien dire truc, parce qu'effectivement, ce sont des objets qui sont gouvernés par la mécanique quantique avec des propriétés bizarres. Mais ça ne va pas nous concerner tellement ici. Ce qu'on va juste dire, c'est qu'effectivement, nous avons nos électrons qui tournent autour du noyau de l'atome, et nous, on va s'intéresser au noyau de l'atome, qui est composé de protons et de neutrons. Alors les protons, ce sont effectivement ces composants du noyau de l'atome qui ont tous une charge positive. Les neutrons, pareil, sont de la même nature que les protons, mais de charge neutre. En fait, ce qui les tient ensemble, c'est ce qu'on appelle l'interaction nucléaire forte, qui va faire qu'on a la cohésion de ce noyau, en général quelque chose d'assez compact. Oui, alors, les échelles de taille qui nous concernent, parce que là, tu nous as parlé de l'atome, alors nos échelles de taille, on les comprend, la cellule, bon, on y arrive, les molécules, c'est déjà pas bien grand, l'atome et le noyau, ça se passe comment? Alors, effectivement, si on parle de la taille moyenne d'un atome, c'est un milliardième de dixième de mètre. 10 moins 10 mètres, on parle aussi d'angstrom, parce qu'Angstrom c'est un physicien qui a travaillé sur l'atome. Et au cœur, donc c'est la taille moyenne, comme je vous disais, les électrons ne sont pas localisés. Mais au centre de ce cortège électronique, vous avez le noyau de l'atome qui, lui, est 100 000 fois plus petit. Donc la matière, en gros, c'est essentiellement du vide. Si votre noyau, c'est une tête d'épingle au milieu d'un terrain de foot, dans ce cas-là, les électrons sont les spectateurs dans les gradins. De vous dire qu'ils ne voient pas grand-chose. Et du coup, tu parlais de protons et de neutrons qui sont tenus entre eux. Il faut effectivement que l'interaction, la façon dont ils s'attirent les uns les autres pour constituer un noyau stable, un noyau qui est là, soit assez intense, parce que on pourrait se dire, oui, mais les protons, ils ont une charge, tu as dit, électrique positive. Donc on sait, hein, si on se rappelle, des charges positives se repoussent, des charges de signes opposés
ça tire. Et là, il devrait se repousser. Donc il faut comment on peut la qualifier? Enfin, elle est forte, mais forte comment? Alors à l'échelle de l'atome, alors déjà là, effectivement, l'existence du noyau de l'atome, c'est un équilibre entre cette répulsion électrostatique, électromagnétique qui existe entre les protons et l'interaction forte qui attire les protons et les neutrons ensemble. Et alors par contre, la différence entre justement cette interaction électromagnétique et l'interaction forte, c'est que l'interaction forte, elle, a une portée très courte, et donc elle va faire que les protons et les neutrons s'attirent, mais à très courte portée, et donc elle n'aura pas d'influence au-delà du rayon du noyau de l'atome. Donc on disait 100 000 fois plus petit que l'atome, c'est-à-dire en gros ça va nous faire un millionième de milliardième de mètre. Voilà, c'est ça, voilà. D'accord. C'est un millionième de Donc milliardième. cette interaction forte va effectivement avoir une intensité extrêmement élevée, mais à très courte portée. D'où le côté compact du noyau de l'atome. Mais du coup, alors, quand on met dans le titre alchimiste du neutronium, bien sûr, c'est pour faire une référence à cette œuvre de science-fiction, mais il y a le mot alchimiste, donc l'idée de transmutation, transformer le plomb en or. Alors, si on veut transformer le plomb en or ou un atome en un autre, comment on peut faire? Est-ce que c'est les alchimistes qui sont, disons, les précurseurs de la chimie? Est-ce que c'est en suivant une procédure plus maligne que les alchimistes, disons, du Moyen-Âge, que l'on arrivera à transformer ce plomb en or ou cet atome en un autre atome? En fait, ça a pu, je pense, cette transmutation a pu avoir lieu à partir du moment où on a compris ce qu'était exactement la matière. Donc, on disait le noyau de l'atome, c'est des protons et des neutrons. Un certain nombre de protons vont définir, comme l'atome globalement est neutre, si vous avez 5 protons au cœur du noyau de l'atome, bah, vous allez avoir 5 électrons dans le cortège électronique. Et en fait, comme c'est le nombre d'électrons... Parce que l'électron, il a une charge négative, c'est ça? L'électron a une charge négative, voilà, exactement. Ça compense les 5 charges positives du voilà, vous devez avoir proton. Autant de charges, comme la matière globalement est neutre, vous avez autant de charges électriques portées par les électrons que de charges positives portées par les protons. Donc si vous avez effectivement, je dis 5 protons au cœur du noyau, vous allez avoir 5 électrons en contrepartie. Et comme c'est le nombre d'électrons qui va fixer les propriétés chimiques de votre matière, en fait c'est le nombre de protons qui va déterminer quel est l'élément chimique que vous avez en face de vous. Alors l'élément chimique le plus simple, par exemple, ça va être l'hydrogène. Donc il y a un seul proton dans le noyau. Ensuite, vous avez l'hélium qui a 2 protons, etc. Jusqu'au plomb, par exemple, où vous aurez 82 protons au sein du noyau de l'atome. Et donc, autant d'électrons qui sont dans le cortège électronique. Et donc, en fait, quand on parle d'un élément chimique, cela correspond à un noyau qui a un certain nombre de protons donnés. D'accord, donc une transmutation, c'est... En chimie, une réaction chimique, ça allie 2 atomes pour faire une molécule ou 2 molécules qui se transforment pour en faire une troisième différente des précédentes. Et donc là, si on parle de transmutation, c'est changer le nombre, c'est s'attaquer à la structure nucléaire. Du coup, c'est pas de la chimie, c'est pas faire des nouvelles molécules. Tout à fait. Si on prend un exemple de réaction chimique, par exemple, vous prenez du sodium d'un côté, c'est donc un métal qui réagit de façon explosive avec l'eau. De l'autre côté, vous avez du chlore, par exemple. Donc la molécule de dichlore, c'est une molécule toxique. Vous faites une réaction chimique entre les deux, vous pouvez faire du chlorure de sodium, qui est du sel de table. Qui n'est pas dangereux. Et enfin, qui n'est... ça dépend de la dose. Voilà. Hein, comme avec toujours. modération, avec bien modération. sûr. Par contre... donc ça, c'est de la chimie. Voilà. Ça, c'est de la chimie. C'est-à-dire qu'on avait des éléments chimiques au départ, on a les mêmes à l'arrivée. Alors, au final, on peut avoir des propriétés très différentes, des propriétés chimiques très différentes, mais malgré tout, c'était les mêmes éléments chimiques qu'on avait au départ. Ils sont arrangés de manière différente à l'arrivée. La transmutation, ça va être effectivement différent. L'objectif, ça va être d'avoir certains éléments chimiques au départ et d'en avoir d'autres à l'arrivée. C'est-à-dire d'avoir du sodium et d'en faire du chlore, par exemple. Ça serait ça l'exemple. C'est pas de faire du chlorure de sodium à partir du chlore et du sodium, c'est de faire du chlore avec du sodium, si tant est que ça soit jouable. Enfin, ou par exemple, effectivement, vous avez de l'or au départ et vous voulez avoir du plomb. Ça, c'est pas très ou malin. L'inverse. Ouais, l'inverse est mieux. Enfin, on peut faire ça aussi, ça peut dire... Alors, lui, c'est ça il qui est est riche, fantastique avec la physique nucléaire. maintenant il a du plomb, que... voilà, c'est fini, il est ruiné. Ça pourrait être intéressant, mais pas pour moi. Et du coup, donc cette opération de transmutation des éléments, alors que les alchimistes dont les alchimistes ont rêvé, et qu'ils ne risquaient pas de la réussir parce qu'ils ne faisaient que de la chimie. Mais
c'est quoi qui va distinguer finalement? Quel critère physique? Pourquoi la chimie ça marche pas? C'est-à-dire, je peux faire ça, je peux taper dessus, le chauffer, le réchauffer, le chauffer très fort. Ça marche pas. Ça marchera jamais. Malheureusement, les alchimistes n'avaient aucune chance de transformer le plomb en or. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se contentaient de faire des réactions chimiques. Des réactions chimiques, vous allez jouer sur les liaisons entre les différents atomes. Et en gros, alors que si vous voulez transformer un élément en un autre de manière nucléaire, vous allez jouer sur le noyau lui-même. Donc d'un côté, vous devez modifier les électrons qui tournent autour, éventuellement arracher un électron, en rajouter, les combiner. De l'autre côté, vous allez devoir modifier le nombre de protons ou de neutrons que vous avez à l'intérieur de votre noyau. Et en fait, l'énergie de liaison qui lie les protons et les neutrons au cœur de ce noyau d'atomes est en fait 1 million de fois plus élevée que l'énergie chimique qui lie les électrons au noyau de l'atome. Donc, oui, ça voudrait dire qu'il faut 1 million de fois plus d'énergie que chauffer, enfin faire les opérations chimiques habituelles. On mélange, on chauffe, on secoue, on fait des bricolages standards, de chimistes standards. Il faudrait mettre 1 million de fois plus d'énergie en jeu que la façon standard finalement. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc ça veut dire faire intervenir des procédés qui sont... Alors, c'est pour ça qu'on va être obligé, pour faire des réactions nucléaires, de faire intervenir justement des niveaux d'énergie comparables à ces énergies de liaison au cœur de l'atome, ce qu'on va pouvoir atteindre, par exemple, dans un accélérateur. Donc, en accélérant, l'énergie, elle est sous forme cette fois-ci, non pas de chauffe, comme en chimie par exemple, mais d'énergie cinétique, c'est-à-dire liée à la vitesse, le mouvement des particules. Donc par exemple, si vous prenez un accélérateur de protons, donc les protons, les noyaux d'atomes d'hydrogène, c'est les plus simples, donc vous les balancez, vous les accélérez suffisamment et vous les envoyez sur un noyau de plomb. Et si vous avez suffisamment d'énergie pour arracher des protons et des neutrons à votre noyau de plomb, vous avez transformé ce noyau de plomb. Alors la différence entre justement le noyau de plomb et le noyau d'or, le noyau de plomb vous avez 82 protons et le noyau d'or vous en avez 79. Donc en fait il suffit, entre guillemets, d'arracher 3 protons à votre noyau de plomb et paf, vous avez de l'or. Il suffit d'arracher juste 3 protons. Alors est-ce qu'on peut viser ça, j'entends par là, je ne sais pas comment dire, mais ajuster, mettons, le flux de protons que tu envoies et s'assurer qu'à tous les coups, ça envoie 3, ou est-ce que ça obéit à d'autres règles, c'est-à-dire il y a toute une distribution, ça se casse un peu en plusieurs bouts, il y a aussi des neutrons qui partent peut-être, alors ça ne change pas la nature de l'élément, parce que c'est les protons qui changent, mais bon voilà, est-ce qu'on peut tourner le bouton, et hop, ça fait de l'or à partir du plomb? Ce qu'on va vouloir ajuster, par exemple, c'est l'énergie des protons. Alors, parce que si vous ne mettez pas assez d'énergie dans votre proton, vous ne pourrez pas enlever assez de protons à votre noyau de plomb. Si vous en mettez trop, vous allez tout faire exploser. Ça, c'est parfaitement possible aussi. On prend un bon proton là avec pas mal d'énergie. Ça va faire exploser vraiment votre noyau de plomb en tout un tas d'autres petits noyaux. Et donc, si vous ajustez correctement votre énergie de protons, vous allez pouvoir arracher effectivement en moyenne, par exemple, 3 protons. Alors le problème, c'est qu'effectivement, on n'arrache pas systématiquement 3 protons, on va aussi arracher des neutrons dans la bataille. De temps en temps, on va arracher 2 protons plus de neutrons, ou 4 protons, un peu moins de neutrons, etc. Donc vous allez fatalement avoir une espèce de cocktail à la fin, où vous aurez des noyaux d'or, mais vous aurez aussi d'autres noyaux proches. Par exemple, le noyau de Mercure, c'est 80 protons. Donc vous allez un peu arroser tout le... Il faudra trier un peu les débris derrière, quoi. Il faudra trier les débris derrière, exactement. Et on les construit noyau par noyau. Bon, ça peut être c'est l'échantillon qu'on va éclairer par les protons. C'est un petit échantillon, c'est pas un gros bloc, genre je vais à un lingot de plomb, j'éclaire, plop, j'ai un lingot d'or. Exactement. Alors, par exemple, avec les accélérateurs modernes, on va dire que les intensités de protons qu'on peut avoir, c'est 10 puissance 15 protons par seconde. Donc, ajoutez à ça le fait que les réactions nucléaires en fait sont très peu probables. C'est-à-dire que la plupart de vos protons en fait vont traverser votre noyau de plomb et vont pas faire ces réactions nucléaires. Ça va chauffer votre plomb, ça va faire tout un tas d'autres choses, mais vous aurez au final relativement peu de réactions nucléaires, ce qui fait que le taux de transformation de votre plomb en or va être très faible. Vous allez avoir peut-être, vous pouvez imaginer peut-être 1 million par seconde, même.
Imaginons même que tous nos protons réagissent, ça ferait 10 puissance 15 protons par seconde, donc ça serait déjà incroyable. Mais il faut savoir que dans 1 gramme de matière, vous avez en gros à peu près 10 puissance 23 atomes. Donc on voit que de toute façon, la quantité d'or que vous allez produire par ce processus va être très très faible. Il faut attendre beaucoup de secondes, quoi. Il faut attendre beaucoup de secondes. Beaucoup de secondes. En fait, on dit que dans un être humain normal, il y a à peu près 0,2 microgrammes d'or. Donc vous aurez plus vite fait de piquer l'or de votre voisin, par exemple, pour vous enrichir. C'est cruel, mais C'est cruel, mais bon, c'est plus rentable que d'éclairer de plomb avec un faisceau de protons. Parce qu'il D'autant faut plus avoir, parce que les installations pour faire ça, parce que accélérer, pour donner un peu une idée, accélérer ces protons aux énergies dont tu parles, donc qui sont 1 million de fois plus que les énergies, disons, chimiques, mises en jeu typiquement en chimie. La taille de l'instrument, c'est un grand machin qui prend la pièce, ou on peut arriver à faire ça sur la table? Alors sur la table, c'est un peu délicat. Disons que par exemple, on prend l'accélérateur, le grand accélérateur national d'ion lourd à Caen, donc où on peut faire ce genre d'expérience, où on fait des expériences de physique nucléaire. Vous avez alors on peut les accélérer soit en les faisant tourner de plus en plus vite, avec un cyclotron. Le cyclotron fait à peu près, on va dire, une dizaine de mètres de diamètre. Donc c'est quand même des grosses bêtes, extrêmement lourdes, en plus plusieurs tonnes. Et là, on est en train de construire un nouvel accélérateur qui cette fois-ci sera linéaire, qui là fait à peu près 30-40 mètres de long. Ah, ça tient, ça doit tenir dans la cité, quoi. Oui. Bon, voilà, c'est quand même, ça donne une idée de l'investissement. C'est quand même des belles bêtes, c'est difficile de mettre ça dans ton salon. Faut un grand salon. Ou alors faut un très beau salon. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi, parce qu'il faut de l'énergie, il faut alimenter, c'est pas juste la place physique, il y a aussi la centrale, peut-être la centrale derrière, enfin l'équivalent de je sais pas combien ça consomme. Mais... Pour accélérer un électron, un proton à ces énergies-là, il faudra en gros mettre plusieurs dizaines de millions de volts d'accélération de manière à l'accélérer aux énergies suffisantes pour faire ces transmutations nucléaires. D'accord. Donc là aussi, ça se trouve pas avec une pile de. C'est pas une des piles en série. Même il faut vraiment. Mais pas la prise dans sa prise de maison, quoi, c'est ça. Non, c'est ça. Bon, d'accord. Ok, donc c'est pas pour nous alors. Il vaut mieux s'attaquer à son voisin pour avoir 0,02 microgrammes d'or par corps humain, c'est ça. Voilà, donc on a un peu d'or quand même. Ouais. Oh, c'est sympa. Et alors du coup, est-ce que ça a quand même été tenté, c'est-à-dire non pas dans l'idée de produire de l'or évidemment, mais pour montrer qu'on savait le faire d'une certaine façon, pour prouver qu'on savait le faire, qu'on avait bien compris, faire de l'or vraiment à partir d'éléments, mettons du plomb ou d'autres éléments. Alors de l'or, pourquoi pas, mais en fait, les physiciens nucléaires sont en gros des transmutateurs dans l'âme, c'est-à-dire que nous, on va passer notre temps à transmuter les noyaux, à les transformer les uns en les autres, pour justement essayer d'étudier des noyaux très particuliers. Alors une des voies sur lesquelles qui est ma spécialité, en fait, c'est on essaye de synthétiser justement de nouveaux éléments qui n'existent pas dans la nature pour étudier leurs propriétés. Alors, il faut savoir on parlait tout à l'heure de l'hydrogène, qui est l'élément chimique le plus simple. Vous avez l'élément chimique le plus stable, le plus lourd qui existe, c'est le plomb. Et au-dessus, vous allez avoir des éléments dits radioactifs, c'est-à-dire qu'ils vont éventuellement, ces noyaux vont se désintégrer en d'autres noyaux pour au final retomber sur les noyaux stables que sont le plomb. Ils le font spontanément, c'est ça. C'est-à-dire que ils le font ce sont spontanément, des noyaux exactement. qui peuvent exister naturellement, mais qui spontanément se désintègrent, se transforment, parce que finalement ils n'ont pas une durée de vie infinie, en des noyaux stables qui eux ont une durée de vie potentiellement infinie. Voilà. Donc il y a plus de noyaux que de noyaux stables. Il y a beaucoup plus de noyaux que de noyaux stables. En fait, il y a environ 300 types de noyaux stables. On estime qu'aujourd'hui, on connaît à peu près 2000 noyaux différents qu'on a synthétisés en accélérateur. Donc vous voyez que la grande majorité d'entre eux sont radioactifs. Et on estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 7 à 8000 noyaux en fait, qui existent, mais qu'on n'a pas encore réussi à synthétiser. On pourrait produire, mais pour certains, une fraction de seconde. Enfin, une fraction de seconde, il peut être. Après, on parle de temps de vie du noyau. Ces temps de vie peuvent être infinitésimaux. On a quoi l'échelle des durées de vie connues, disons, elles vont de. Alors, la fraction de seconde. Effectivement, alors. En fait, il y a toujours une petite frontière en fait, entre qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui ne l'est pas. En physique nucléaire, on dit que, en gros, si vous avez... Alors, c'est même plus exactement en chimie, en fait, on parle de stabilité d'un élément chimique si vous avez le temps de recomposer le cortège électronique autour de votre noyau. C'est-à-dire que si vous avez... Et ce temps-là, c'est à peu près 10 moins 14 secondes.
Donc ça veut dire Un- un cent millième de milliardième de seconde. Voilà, c'est ça. Bon, c'est rapide. C'est très très court. Hein. Ouais. Mais donc si votre noyau n'a pas vécu ce temps-là, vous n'avez même pas le temps de former le cortège électronique autour, donc vous n'avez même pas le temps de former un élément chimique. Donc ça c'est un peu la frontière entre les éléments chimiques stables et les éléments chimiques inexistants, on va dire. Enfin, instables et inexistants. D'accord. Et pour les vers les grandes durées. Alors les grandes durées, vous avez donc effectivement ultimement le noyau stable. Longtemps on a cru que le bismuth 209, donc en gros c'est un noyau de plomb, donc le noyau de plomb le plus lourd qui existe a 82 protons et 126 neutrons. Vous lui rajoutez un proton, donc vous avez un nouvel élément chimique puisque maintenant vous avez 83 protons, mais vous avez toujours le même nombre de neutrons, toujours 126. Donc longtemps on a cru que ce bismuth était stable. En fait on s'est aperçu qu'il avait un temps de vie de plusieurs fois l'âge de l'univers, ce qui est quand même assez long. C'est long. Ça veut dire des centaines, plusieurs dizaines de milliards d'années. Plusieurs dizaines de milliards d'années, exactement. Mais qu'il n'est pas formellement stable. C'est-à-dire que de temps en temps, quand on prend un gros échantillon de bismuth... Alors, il faut rappeler effectivement que quand on parle de durée de vie d'un noyau, en fait, on parle plus spécifiquement du temps de demi-vie. C'est-à-dire que si vous prenez 100 grammes de matière radioactive qui a un temps de vie de 1 minute, au bout de 1 minute, il ne vous reste plus que 50 grammes. Au bout de 2 minutes. 50 grammes de la matière radioactive. 50, parce que les 50 autres grammes, c'est le résultat. C'est le résultat, voilà, exactement, tout à fait, de matière initiale. Et au bout de 2 minutes, vous avez encore la moitié de ces 50 grammes de matière originale qui s'est désintégrée, donc il ne vous resterait plus que 25 grammes. Au bout de 3 minutes, ces 25 grammes, encore une fois, se sont divisés en deux, donc vous n'avez plus que 12,5 grammes, etc., etc., etc. D'accord. Mais les noyaux se désintègrent, ont une probabilité de se désintégrer en permanence. Donc même ce bismuth qui a un temps de vie de plusieurs fois l'âge de l'univers, de temps en temps, vous allez voir un noyau de bismuth se désintégrer. Et c'est comme ça qu'on a pu détecter justement que ce bismuth n'était pas stable, mais qu'il était instable. Tout à l'heure, tu nous disais, il y a 300 noyaux stables, 2000 connus. Ça veut dire et plus que ça estimé. Ça veut donc dire qu'on ne connaît pas tous les noyaux possibles en fait. C'est-à-dire que quand on dit possible au sens, quel que soit leur degré de stabilité, leur durée de vie, leur demi-vie dont tu parlais, on ne les a pas tous mis en évidence dans les accélérateurs, dans les laboratoires. Non, on est bien loin de l'avoir fait. En fait, juste, il y a une limite qu'on a dans nos accélérateurs, c'est que majoritairement, quand vous faites une première réaction nucléaire, vous devez partir de 2 noyaux stables, forcément. Vous devez accélérer un noyau et éventuellement le faire rencontrer une cible. Donc il faut 2 matériaux stables ou quasi stables au début, éventuellement un matériau qui a un temps de vie suffisamment long. Et donc vous êtes limité dans le choix de noyau que vous avez, et cette limitation, malgré toutes les combinaisons possibles qu'on peut faire, on n'est pas capable de faire des noyaux qui sont par exemple très très riches en neutrons. Alors ça, on n'en a pas parlé justement. On parlait tout à l'heure du nombre de protons qui détermine votre élément chimique, 1 hydrogène, 82 plomb. Mais en fait, une fois que vous avez un nombre de protons fixé, vous pouvez aussi faire varier le nombre de neutrons au cœur de votre noyau. Alors ça, comme le nombre de protons détermine le nombre d'électrons, c'est toujours le même élément chimique. Vous avez toujours les mêmes propriétés chimiques. Par contre, c'est un noyau différent. Donc, par exemple, vous avez le carbone 12 qui comprend 6 protons, 6 neutrons. Donc c'est en gros la matière carbonée autour de nous, c'est essentiellement du carbone 12. Lui, il est extrêmement stable. Par contre, vous ajoutez 2 neutrons au carbone 12, vous avez 6 protons, c'est toujours du carbone, mais vous avez maintenant 8 neutrons. Et vous obtenez du carbone 14, lui, qui a toujours les mêmes propriétés chimiques, mais par contre, qui se désintègre. Donc qui a un temps de vie de l'ordre de quelques milliers d'années. Donc il y aura des propriétés nucléaires différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les mêmes propriétés chimiques avec des propriétés nucléaires différentes. Donc ça va vous permettre, par exemple, dans certaines études, de mesurer le taux de carbone 12 présent dans certains matériaux. C'est comme ça qu'on fait la datation au carbone 14, par exemple. Qui se désintègre en tenant compte de cette demi-vie. Quelques milliers d'années, on peut dater un objet qui avait du carbone 14. Et quand on en constate qu'il en a disparu, mettons, la moitié, alors on sait qu'il a cet objet a un âge qui est voisin de la demi-vie du carbone 14. Exactement. D'accord. Et c'est comme ça donc on a aussi pu dater plein d'autres choses, qu'il y a le carbone 14, mais tous les panels d'autres éléments radioactifs
ont permis de dater d'autres choses. Ceux qui ont des durées diplômes pour l'âge de la Terre, pour l'âge de je ne sais quoi, de minéraux en général. Parce qu'effectivement, sur la Terre, donc, on parlait des atomes, des noyaux stables, des éléments stables tout à l'heure, de l'hydrogène au plomb. Alors, il faut savoir que de l'hydrogène au plomb, tous les éléments ne sont pas stables. Il y a deux éléments qui sont aussi instables, qu'on appelle le technétium et le prométhéum. Donc, effectivement, c'est un nombre de protons particulier, pour lequel il n'y a aucun atome stable. Ce sont des éléments instables radioactifs. Mais par contre, il existe à l'état naturel aussi des noyaux instables. Par exemple, l'uranium 235 qu'on trouve dans la roche, lui, il a un temps de demi-vie de 4,5 milliards d'années. Donc c'est de l'uranium qui a été fait il y a très très longtemps dans une supernova pas trop loin de chez nous, donc qui a eu le temps de migrer dans le nuage autour du Soleil et de s'accréter sur la Terre. Mais c'est un élément radioactif. C'est juste qu'il a un temps de vie très très long, suffisamment long, pour que depuis le moment où il a été formé dans cette supernova jusqu'à aujourd'hui, il y a une certaine partie de cet uranium qui s'est désintégré, mais il en reste tout de même une partie significative. Et donc en gros, on peut dire que sur Terre, on a à peu près tous les éléments de l'hydrogène jusqu'au plutonium. On a des traces, donc l'uranium c'est le matériau lourd qui a en quantité, enfin le plus lourd qui a en quantité importante. On a quand même des traces d'éléments un tout petit peu plus lourds, le neptunium et le plutonium qui ont 1 et 2 protons de plus, parce que justement il y a en permanence des réactions nucléaires dans la croûte terrestre par exemple, qui font qu'on produit ce neptunium et ce plutonium. Alors eux ils ont des temps de vie trop courts pour avoir survécu depuis la supernova originelle, mais par contre ils sont entretenus en permanence par des réactions nucléaires qui ont lieu en ce moment même sur Terre. Sur Terre. Alors quand on a pris le titre, quand on a choisi le titre Alchimiste du neutronium, c'est aussi pour évoquer des matériaux imaginaires, des matériaux exotiques, disons. Donc là on a brossé à grands traits malgré tout, en dépit du temps qu'on y a passé, ce que l'on sait des noyaux actuels, qu'ils soient radioactifs ou stables. Alors, est-ce qu'il y a des noyaux, est-ce qu'on est à la recherche de noyaux exotiques? Avant d'en arriver à la question du neutronium, est-ce qu'on est à la recherche actuellement de noyaux exotiques vraiment très bizarres, qui n'ont rien à voir avec ce que l'on peut savoir, même des noyaux instables autour de cette bande, de cette vallée de stabilité? Alors, effectivement, il y a, si on continue à jouer avec le nombre de neutrons ou de protons dans les noyaux, on va faire apparaître des propriétés extrêmement curieuses. Par exemple, si vous prenez un noyau d'hélium, 2 protons, 2 neutrons, extrêmement standard, extrêmement stable en plus, le noyau d'hélium est très très stable, mais vous lui ajoutez 2 neutrons, donc vous avez au début de l'hélium 4, 2 protons, 2 neutrons, ça fait de l'hélium 4, vous ajoutez 2 neutrons, vous allez avoir de l'hélium 6, qui a toujours 2 protons, mais qui se retrouve maintenant avec 4 neutrons, et qui lui est ce qu'on appelle un noyau à halo. C'est-à-dire qu'au lieu, alors ça contredit limite ce qu'on disait tout à l'heure, on disait l'interaction nucléaire forte, c'est une interaction à courte portée, donc les noyaux sont très très compacts. Eh bien, l'hélium 6 justement est l'exception qui confirme la règle. Par des jeux justement de mécanique quantique un peu particuliers, ces 2 neutrons vont avoir une probabilité de présence très étendue autour du noyau. Donc c'est ce qu'on appelle les noyaux à halo. Alors le plus bel exemple de noyau à halo, c'est un noyau un peu plus lourd qu'on appelle le lithium 11. Donc c'est du lithium, ça a 3 protons. 11, vous rajoutez 8 neutrons. Et donc pareil, on a un halo de 2 neutrons autour. Et en fait, l'extension spatiale de ce lithium 11, avec donc 3 protons, 8 neutrons, l'extension spatiale de ce noyau est aussi importante que celle du noyau de plomb 208, qui lui contient 82 protons et 126 neutrons. Tout ça parce que justement, on a une espèce de diffusion des neutrons au-delà du noyau. Donc ça veut dire que on pourrait se dire, ah, pour faire un gros noyau, je vais ajouter plein de neutrons, parce que les protons, ça va être un peu plus difficile, évidemment, parce que les protons, ils ont une charge positive, le noyau a une charge positive, ça va pas être facile, on va sentir que c'est pas facile. On peut ajouter plein de neutrons, mais non, il va se passer des choses bizarres. Enfin, en ajoutant des neutrons, précisément, alors on va arriver au neutronium, mais en ajoutant des neutrons, parce qu'ils ont une charge électrique neutre, ça semble, on va se dire, ça va être facile. On dit que c'est facile, que
que justement, il n'y a pas la répulsion entre les charges électriques, donc il n'y a que l'interaction forte qui va lier les neutrons. Alors effectivement, on peut rajouter des neutrons, le problème, c'est que les neutrons, en fait, ils vont être de plus en plus comme votre noyau grossit, il va être de plus en plus en périphérie, et donc les neutrons vont être de moins en moins liés, on dit. C'est-à-dire qu'il y aura plus à un moment, vous pourrez coller un neutron sur votre noyau, il n'y aura plus du tout d'attraction ou une attraction très très faible entre le noyau et le neutron que vous rajoutez, et vous atteignez une limite de stabilité. Mais alors, comme on disait tout à l'heure, il y a plein de noyaux qui ne sont pas connus. La plupart des noyaux qui ne sont pas connus sont justement ces noyaux très très riches en neutrons qu'on n'est pas capable d'atteindre en ayant des couples de noyaux stables, connus. Donc on n'est pas capable de les produire par des réactions nucléaires simples. Donc ces noyaux-là, on ne les a pas produits sur Terre en tout cas. On peut pas envoyer des neutrons. Enfin, on peut pas envoyer des neutrons dessus. Tout à l'heure, tu disais on envoie des protons. Tu parlais de l'exemple, on envoie des protons sur. Alors on envoie des neutrons. Alors imaginez que vous. Et comment on les envoie? C'est-à-dire parce que je me dis ça. Comment on envoie des neutrons? Comment on a des neutrons? Parce que les neutrons, ils ont une charge électrique nulle. Tu parlais d'accélération, mais parce que les protons ont une charge positive, on essaie de les accélérer. Exactement. Alors pour accélérer le neutron, c'est un peu tricky effectivement. Alors il y a une possibilité, c'est d'utiliser des neutrons qui sont créés par d'autres réactions nucléaires. Par exemple, la fission de l'uranium. L'uranium se casse en 2 noyaux plus petits. Et la fission va aussi provoquer l'émission de plusieurs neutrons. Et donc, c'est les neutrons qui sont créés dans les réacteurs nucléaires. Et dans un réacteur nucléaire, on va s'arranger pour qu'un de ces neutrons aille faire la fission d'un autre noyau d'uranium, et ainsi de suite, de manière à entretenir la réaction nucléaire et produire comme ça de l'énergie de façon durable. Mais ça concerne qu'une toute petite proportion des neutrons, et autour d'un réacteur nucléaire, on a des flux de neutrons qui partent dans toutes les directions. Et on va utiliser par exemple ces flux de neutrons pour faire certaines expériences. Donc il faut parce qu'ils partent dans tous les sens a priori. Donc il y a un moyen de les collimater. Alors en fait, disons qu'on ne peut pas les diriger à un endroit, mais par contre on peut mettre des tubes de béton très longs en fait, qui font que le béton va arrêter les neutrons. Il n'y a que les neutrons qui peuvent passer par le tube qui vont arriver jusqu'à l'expérience. Ça élimine les neutrons voilà. non désirés. C'est comme ça qu'on blinde en fait le réacteur nucléaire en mettant plein de béton autour. Ça marche très bien. La paraffine aussi marche très bien. Bon, ça n'a rien à voir avec le béton. Celui qui veut construire un réacteur béton et paraffine. N'oubliez jamais aussi 2 autres instruments essentiels de la physique, qui sont le scotch et la pâte à modeler. Très important. Confirme, très très important. Donc du coup, là, on en arrive à ces histoires de neutrons, parce que là, comme ils ont une charge nulle, on se dit on va pouvoir les accumuler. Alors le neutronium, est-ce que ça a un sens pour un physicien? Enfin, est-ce que ça désigne d'abord un mot de la physique? Est-ce que ça inclut dans la physique nucléaire neutronium? Est-ce que c'est un mot du jargon des physiciens ou est-ce que ça vient du jargon de la science-fiction? Il y a juste une chose qu'on peut préciser justement à propos de cette limite de neutrons, c'est que plus vous rajoutez des neutrons, plus votre noyau va être riche en neutrons. Et plus il va être instable. Et plus ces neutrons à l'intérieur du noyau vont vouloir se transformer en protons pour rétablir l'équilibre. C'est ce qu'on appelle la radioactivité bêta-, c'est-à-dire que votre neutron, à l'intérieur du noyau, va se transformer en proton et émettre en plus un électron pour équilibrer la charge. C'est un noyau radioactif, du coup, pour équilibrer, en fait, faut pas... Le noyau n'accepte pas, si on devait le personnaliser, qu'il y ait un trop gros écart entre le nombre de neutrons et le nombre de protons. Il faut que ce soit... Voilà, il y a un rapport, alors, pas un rapport constant en fait, mais c'est ce qu'on appelle la vallée de stabilité. Alors c'est à peu près, on commence avec un nombre de neutrons à peu près égal au nombre de protons, mais ensuite on dévie de cette tendance, et dans les noyaux très lourds, par exemple le plomb 208 dont on parlait tout à l'heure, on a 126 neutrons pour 82 protons. Donc il y a toujours un peu plus de neutrons que de protons, mais par contre si vous avez trop de neutrons, vous allez sortir de cette vallée de stabilité et vos désintégrations vont forcer vos noyaux à y retourner. Et par exemple, si vous avez trop de neutrons, les neutrons vont se transformer en protons par cette fameuse désintégration bêta. D'accord. Et donc, alors, pour en venir au neutronium, maintenant arrivons au cœur du sujet, maintenant qu'on a compris vraiment tout un tas de choses. Alors, est-ce que ça désigne un mot, est-ce que les scientifiques s'en servent comme pour désigner un état de la matière d'une façon ou d'une autre, ou est-ce que ça serait plus de l'ordre de la science-fiction? Et puis, est-ce que un noyau avec que des neutrons, ou alors avec beaucoup de neutrons, on a vu qu'il y avait une limite. Bref, est-ce que ça fait sens pour un fusion nucléaire, ou qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme sens? On ne parle pas de neutronium à strictement parler, c'est pas un terme qu'on emploie. Par contre, les milieux où il y a énormément de neutrons existent. Et par exemple, les étoiles à neutrons.
Alors qu'est-ce qui se passe dans une étoile à neutrons? On disait tout à l'heure que justement, si on continue à rajouter des neutrons, ces neutrons vont vouloir se transformer en protons en émettant un électron. Dans une étoile à neutrons, en fait, donc c'est un objet très massif, c'est au moins 1,4 masse solaire, hein, la gravitation va compenser cette émission de protons. C'est-à-dire que vous avez, au lieu d'avoir un proton et un électron autour, ce qui prend plus de place, entre guillemets, qu'un neutron tout seul, vous avez une telle compression due à la force de gravitation que, à un moment, en fait, vous allez recombiner vos électrons avec vos protons pour créer des neutrons. Et donc la force de gravitation dans une étoile à neutrons est telle que ça va aller à l'encontre de cette désintégration bêta, que ça va confiner vos électrons et vos protons ensemble pour donner un fluide de neutrons. Et donc là, on a un objet donc, qui fait une masse solaire, plus d'une masse solaire, donc un objet qui a la masse d'une étoile, même un peu plus que notre Soleil. C'est quoi sa taille? Parce qu'au tout à l'heure, on parle de la taille d'un noyau, donc ça fait quelle taille à peu près? Alors, ça? si je ne m'abuse, une étoile à neutrons de 1,4 masse solaire fait 40 km, quelque chose comme ça. D'accord, donc c'est un truc kilométrique, c'est 10 très km, petit, extrêmement donc c'est relativement compact. petit, donc ça veut dire que c'est très compact, et c'est que des neutrons. Alors pas tout à fait, parce qu'effectivement il y a une sorte de structure qui se crée, la pression est plus importante forcément au centre de l'étoile qu'à l'extérieur, donc vous avez, on dit qu'il y a une sorte d'atmosphère d'étoiles à neutrons composée d'électrons et d'hydrogène. Après vous avez une fine couche, une sorte de croûte composée de noyaux, de noyaux standards lourds, parce que la pression n'est pas encore assez importante, et ensuite au fur et à mesure que vous augmentez la pression, vous allez avoir ce phénomène de compression des électrons et des protons, qui va vous faire une sorte de couche intérieure de manteau de neutrons. Et même si vous allez encore plus profondément, vous atteignez des pressions gravitationnelles titanesques, ce qui fait qu'on s'attend à voir des phénomènes très très bizarres du style... alors on n'a pas parlé des quarks qui sont en fait les composants des protons et des neutrons, mais vous pouvez avoir des pressions telles que vous allez... carrément faire exploser entre guillemets vos neutrons et vos protons pour avoir une espèce de soupe de quark. D'accord, donc ça, le neutronium, ça pourrait être le nom qu'on attribue à cette étoile à neutrons. De neutrons, cette étoile à neutrons. Est-ce qu'on pourrait dire que l'étoile à neutrons, c'est une manière de noyau avec beaucoup de nucléons, beaucoup, alors ça veut dire 10 puissance 57, parce qu'une masse solaire, ça doit faire à peu près 10 puissance 57 neutrons, avec beaucoup de neutrons, comme si, alors que les noyaux habituels ont jusqu'à quelques centaines. Les noyaux les plus lourds qu'on arrive à faire ont à peu près 300 protons et neutrons. Le noyau le plus lourd qu'on ait jamais réussi à synthétiser, c'est ce qu'on appelle l'Oganesson, qui a 118 protons, donc à comparer avec l'uranium qui en a 92, et qui a 176 neutrons, il me semble. Donc vous êtes presque à 300 au total. Mais ça reste que 300, effectivement. L'étoile à neutrons, comme tu te dis, on est à 10 puissance 37, quelque chose comme ça. Une énorme quantité de neutrons. Une énorme quantité de neutrons. Est-ce qu'on a su faire des neutrons? Parce que là, l'étoile à neutrons, alors on comprend avec cette affaire de gravité, enfin la gravité joue un rôle fondamental dans l'étoile à neutrons pour tenir tout ça. Finalement, c'est presque la gravité qui impose sa loi. Exactement. Au regard de l'interaction nucléaire forte. Parce que si je prenais une cuillère d'étoile à neutrons, imaginons j'arrive, oublions le détail technique, j'arrive, je prends une cuillère d'étoile à neutrons, et je la pars, en fait, elle va pas rester comme une étoile à neutrons, parce que c'est tenu par la gravité. En fait, là, comme on dit, l'interaction nucléaire forte est plus facile, plus rapide, mais la plus puissante, elle n'est pas. Elle n'est pas. La plus puissante, elle n'est pas. Bon, il faut être nombreux pour que la gravitation l'emporte. Alors voilà, il faut vraiment beaucoup de neutrons pour avoir une gravitation, enfin pour que la gravitation puisse contrebalancer cette interaction nucléaire forte. Mais par contre, imaginons qu'on libère cette matière, ce neutronium, dans ce cas-là, on aurait production, spontanément, nos neutrons se retransformeraient en protons. Et en fait, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qu'on a observé pour la première fois quand on a pu voir la coalescence de deux étoiles à neutrons. Donc on avait deux étoiles à neutrons qui tournaient l'une autour de l'autre, qui se sont percutées l'une et l'autre. Alors ça a fait... déjà un truc extrêmement costaud, donc des vibrations de l'espace-temps, des oscillations de l'espace-temps qu'on a vues sous la forme d'ondes gravitationnelles. Mais ce qui est très fort, c'est qu'en parallèle, les satellites regardaient cette zone et on a vu des ondes électromagnétiques, des signaux gamma, qui étaient caractéristiques de certains éléments chimiques. Donc on a vu que lors de cette collision d'étoiles à neutrons, en fait, il y avait eu production
d'éléments chimiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les deux étoiles à neutrons se sont percutées, il y a eu des éjectats de matière neutronique et de choses que la morale réprouve dans l'espace. Ces neutrons se sont retransformés en protons et donc on crée des éléments chimiques. Ce qui nous fait penser, alors c'est une théorie qui est arrivée il y a une dizaine d'années à peu près. Alors au début on pensait que l'essentiel des matériaux lourds qui nous entourent étaient créés dans les supernovas. Aujourd'hui, on pense qu'une proportion significative de ces matériaux très lourds pourrait venir aussi de ces coalescences d'étoiles à neutrons qui éjectent des quantités de matière faramineuse dans l'espace, donc des quantités de matière neutronique, mais qui se retransforment, une fois libérées de l'interaction gravitationnelle, en autres noyaux, enfin en noyaux, en éléments, en noyaux stables, puisqu'ils vont se désintégrer au fur et à mesure et se retransformer en éléments chimiques stables qui vont après composer les planètes. Donc ça pourrait être la source, ces noyaux lourds dont tu parles, qui viennent de coalescence d'étoiles à neutrons, serait une source possible de ces noyaux lourds que nous retrouvons sur Terre maintenant, finalement, si on pense à l'or peut-être, ou à d'autres éléments lourds. Complètement. Aujourd'hui, on pense même que ça pourrait être une proportion très très significative des éléments les plus lourds, justement un peu en dessous du plomb. Les supernovas ne seraient pas l'unique source, mais ces coalescences d'étoiles à neutrons, ces collisions d'étoiles à neutrons seraient justement un lieu de production d'éléments chimiques lourds très importants dans l'espace. Et alors là, on parle d'étoiles à neutrons, donc d'objets compacts, petite taille mais très massives, qui ont la masse d'une étoile. Mais est-ce qu'à l'inverse, on a essayé de regarder, parce qu'on parlait tout à l'heure du noyau d'hydrogène, un proton. Bon, ça n'a pas de sens de dire un noyau, un neutron, parce que c'est pas un élément chimique, puisqu'un neutron n'a pas d'électrons et on ne peut pas faire de chimie, donc c'est un neutron. Voilà. Mais on pourrait imaginer un noyau, alors un neutron, bon, c'est un neutron. Un noyau à 2 neutrons, à 3 neutrons, avec jamais de protons, 0 protons. Est-ce que ça, on a regardé ce qui se passe dans cette gamme-là? Tout à fait, en fait, c'est des expériences qui ont été menées il y a quelques années. Au début initié par certains théoriciens qui pensaient que deux neutrons tout seuls, ça va pas tenir ensemble parce que justement c'est les mêmes particules, donc elles ne peut pas lier un système de 2 neutrons. Par contre, on a pensé à un moment, certains modèles théoriques nous ont montré qu'on pouvait peut-être faire un système à 4 neutrons, ce qu'on appelle un tétraneutron. Et effectivement, il y a des expériences qui ont eu lieu il y a juste quelques années là, où on a produit ce tétraneutron. Alors comment on a fait? En fait, on a pris un noyau d'hélium 8. Alors tout à l'heure, je parlais d'hélium 6, donc 2 protons, 4 neutrons. L'hélium 8, 2 protons, 6 neutrons. Et donc on l'a fait interagir avec un autre noyau pour, en fait, d'une certaine manière, expulser le cœur des 2 protons, 2 neutrons du nuage de 4 neutrons. Et donc on s'est retrouvé justement en expulsant ce noyau interne avec ces 2 protons de neutrons, on a vu que les 4 neutrons qui étaient ensemble formaient ce qu'on appelle une résonance. C'est-à-dire que ce n'est pas un vrai noyau qui a une quelconque stabilité ou même qui serait un peu radioactif. En fait, c'est une sorte de... Il s'attire un tout petit peu, mais tout de suite, il se sépare. En fait, on dit que c'est une résonance puisqu'elle a son temps de vie moyen est de 10-21 secondes. Donc c'est vraiment très très bref, mais ça existe tout de même. C'est pas un système qui est absolument non lié. Il y a une vraie liaison entre les 4 neutrons. Donc le tétraneutron serait en fait une sorte de micro étoile à neutrons. C'est très fugitif, parce que 10 puissance moins 21 secondes, il faut pas cligner des yeux, quoi. Oui, exactement. Oui, ça va très très vite. Ça va très très vite. Bon, il nous reste un petit quart d'heure. Je pense que c'est le moment est venu de prendre quelques questions de la salle pour que vous puissiez vous exprimer, vous aussi. Alors, comme d'habitude aux Utopiales, celui qui a le micro a le pouvoir. Pour l'instant, c'est moi. Ça va être l'un d'entre vous, selon celui qui reçoit le micro de la part du bénévole ou de la bénévole qui le passe. Alors, je vois des mains qui se lèvent. Je laisse agir au mieux des intérêts du public. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un un micro? Le micro arrive derrière. Ah, le micro arrive, voilà, le micro arrive, ça y est, ça va être la jeune femme qui est là-bas. Il y a du monde aussi, il y aura du monde aussi là. Bonjour, merci, moi j'avais juste une question du coup par rapport aux étoiles à neutrons que vous parliez. Qu'est-ce qui fait que les neutrons, qu'est-ce qui fait qu'on trouve une force gravitationnelle suffisamment forte pour que les neutrons s'accumulent? En fait, la gravitation est vraiment au final, c'est une force extrêmement faible
à notre échelle, parce que les masses, sauf la gravitation terrestre, parce qu'elle, heureusement qu'elle est là, hein, mais par exemple, à l'échelle des particules, elle est extrêmement faible. La masse d'un électron, c'est 10-31 kg, la masse d'un proton, 10-27, donc effectivement, à l'échelle des particules, la gravitation est très faible. Par contre, si vous avez beaucoup de particules, fatalement, vous augmentez avec la même proportion l'interaction gravitationnelle. À tel point que dans ces étoiles à neutrons, on parlait de 10 puissance 37 neutrons, 57, pardon, 10 puissance 57 neutrons, alors pour le coup, c'est vraiment ce qu'on appelle un effet de masse. Parce que l'interaction gravitationnelle va être suffisamment intense pour confiner la matière. Peut-être ce que voulait demander ce spectateur, c'est aussi ça se fait par accumulation de neutrons, c'est pas un tas de neutrons qui grossit, là, parce qu'il faudrait la source de neutrons. Oui, ça vient d'où, ça sort d'où l'étoile à neutrons? Alors les étoiles à neutrons, c'est justement des très grosses étoiles qui se sont effondrées progressivement sur elles-mêmes et qui ont atteint ce seuil critique justement où l'interaction gravitationnelle va être supérieure à l'interaction qui fait que les protons et les électrons sont séparés, et donc donc la pression gravitationnelle va dépasser dans l'étoile la pression du gaz des électrons. D'accord, donc c'est un résultat de l'évolution stellaire finalement. C'est un résultat Avant d'évolution c'était une stellaire. étoile, enfin c'est l'étoile qui a fini. Alors si vous avez encore plus de masse, à un moment vous allez basculer du côté obscur de la force vers le trou noir. Une question. Ah, Gérard. Voilà Gérard. Merci. Alors moi, il y a une question qui m'intrigue depuis extrêmement longtemps. Tous les noyaux d'un même élément, instable, sont strictement les mêmes et interchangeables. Pourquoi est-ce qu'un, à un moment donné, va se désintégrer et pas son copain? Et comment est-ce que celui qui va se désintégrer, ou est-ce que tous les noyaux de tout l'univers savent que c'est celui-là, à ce moment-là, qui doit se désintégrer? C'est quantique. Réponse magique, vous savez, hop, Joker, c'est quantique. Non mais c'est vrai, là on est au fondement de la mécanique quantique en fait. Le fait que l'évolution quantique d'un système est fondamentalement aléatoire. C'est-à-dire qu'effectivement vous avez dans votre échantillon de carbone 14 par exemple, des noyaux de carbone 14 qui se ressemblent tous. Il n'y a rien qui ressemble plus à un proton qu'à un autre proton. Donc tous ces noyaux se ressemblent, et pourtant, statistiquement, certains vont se désintégrer et d'autres ne vont pas se désintégrer. Et c'est un processus fondamentalement aléatoire. Statistiquement, en tant qu'économiste, je trouve ça suspect. C'est quantique. Est-ce que ça existe l'économie quantique? Alors, oui, non. Il y a une question devant de monsieur, juste là devant, qui lève la main depuis tout à l'heure. Bonjour, on parlait de l'alchimie du neutronium, et effectivement on nous dit toujours qu'en ce moment, c'est la théorie en vogue, qu'au niveau du moment du Big Bang, il y avait quelque chose qui n'était pas plus grand que ça, et de ça on passe à des planètes, des étoiles, etc. Et on peut m'expliquer? Ça va bien au-delà du neutronium. C'est bien au-delà du neutronium, ça. Alors attention, déjà c'est pas une question pour moi, c'est pas une question de taille, parce qu'en fait c'était déjà tout l'univers quelque part. Mais c'est une question de densité. C'est surtout un moment où en fait toute la matière et l'énergie qui sont contenues dans l'univers étaient extrêmement comprimées et denses. Après effectivement l'univers s'est dilaté, il a gonflé. Et très rapidement, en fait, vous allez avoir formation. Les noyaux, les protons et les neutrons vont se former assez rapidement. Je crois que c'est au bout d'une seconde, quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez avoir, et au fur et à mesure que votre univers gonfle, il se refroidit, ce qui permet justement à des particules, des noyaux de plus en plus complexes de se former. Donc au début, vous avez les protons et les neutrons. Ensuite, vous allez avoir quelques noyaux très légers, du style de l'hélium, un peu de lithium aussi, qui vont se former. C'est les noyaux par contre les plus lourds qu'on va pouvoir faire au moment du Big Bang. Si vous voulez des noyaux plus lourds, il va falloir attendre la formation d'étoiles. Donc là c'est au bout de 700 millions d'années, quelque chose comme ça. Et c'est uniquement au sein des étoiles que vous allez pouvoir avoir ces réactions nucléaires de fusion qui vont créer des éléments plus lourds.
et ultimement dans les supernovas ou dans ces fameuses coalescences d'étoiles à neutrons pour former des éléments extrêmement lourds. Donc en fait, l'apparition de la matière dans l'univers est relativement tardive et bien éloignée du Big Bang. Attendez, Jean. Excusez-moi. Donc, à ce moment précis, ce que vous nous dites, c'est que tous les neutrons et les électrons sont pactés au même endroit. En fait, c'est qu'ils sont, enfin même à ce moment-là, la densité de matière et d'énergie est telle que c'est pas encore des protons et des neutrons en fait. C'est même autre chose. Alors c'est ce qu'on appelle un plasma de quarks et de gluons. C'est-à-dire qu'il y a une densité et une énergie telle que les protons et les neutrons sont même pas formés. Et donc vous avez une espèce de soupe de quarks et de gluons. Ça, on sait reproduire ce genre d'état, ou tenter de reproduire peut-être dans les accélérateurs. C'est ce qu'on essaye de très faire. fugitivement. Voilà, par exemple au CERN, on fait des expériences les plus classiques du CERN, c'est des protons contre des protons, mais on peut envoyer aussi des noyaux de plomb contre des noyaux de plomb, et dans ce cas-là les faire collisionner à extrêmement haute énergie pour essayer de reproduire cet état de densité et d'énergie extrême où on a cette soupe de quarks et de gluons. Il y a une question derrière. Du jeune homme en rose. Oui, bonjour. Vous venez de parler de plasma quark-gluon. Quand vous avez expliqué la structure interne d'une étoile à neutrons, vous avez dit qu'au cœur de l'étoile, on pouvait avoir une densité suffisante pour casser les neutrons. Du coup, on peut s'attendre à avoir un plasma quark-gluon à l'intérieur. Il me semble qu'il y a effectivement... les conditions de température et de pression ne sont pas forcément les mêmes que celles du plasma quark-gluon. Mais il me semble qu'il y a des... C'est extrêmement spéculatif. Hein. Et même moi, ce n'est pas du tout mon domaine de compétences. Mais effectivement, on parle d'étoiles à neutrons à quark, où on aurait un cœur de quark libre, ou dans cet état de plasma. Il y a même eu des gens qui pensent aussi à des étoiles à neutrons étranges, où on va faire apparaître des quarks spéciaux, des quarks étranges à l'intérieur de cette matière. Enfin, c'est très, très, très exotique et très, très spéculatif. Mais du coup, par contre, ça peut être un excellent moyen si vous êtes un dieu nordique, par exemple, que vous voulez faire un outil, un tournevis, une clé à molette, ou pourquoi pas un marteau, d'aller dans le cœur d'une étoile à neutrons. À mon avis, c'est l'idéal. c'est l'idéal, mais alors du coup, comme on disait, c'était tenu par la gravité, donc il faut... À mon avis, il faut être un dieu, quoi. Voilà, il faut être un dieu, parce qu'il faut tenir le truc dans un volume, dans une masse qui est celle d'un marteau. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. C'était quoi l'étoile à neutrons, les plasmas de quark-gluon? Moi j'ai oublié ma question. C'est pas grave. Question suivante. Monsieur, il y a une question là-bas. Une autre question là-bas, oui. Ah, vous êtes fait doubler. Vous êtes trop lointain. Mais ça va arriver. Bonjour. Au coup suivant, c'est vous. Alors on connaît les conséquences sensibles de modifications atomiques, par exemple le dégagement de chaleur, ou vous avez évoqué tout à l'heure dans la collision de l'étoile à neutrons des rayonnements magnétiques. Alors des pistes pour la science-fiction, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des bombardements de neutrons sur la matière qui seraient sensibles à notre échelle d'un autre type, liquéfaction, expansion de la matière, modification du poids d'un objet, qu'est-ce qui peut être envisagé? En fait, en gros, d'ailleurs, si on veut produire, alors je vous parlais tout à l'heure de produire de la matière par des accélérateurs, en fait, la transmutation, si on veut produire des quantités significatives de matière, il va falloir on utilise en général les réacteurs nucléaires, parce que les flux de neutrons qui sortent d'un réacteur nucléaire sont extrêmement intenses, et ça permet de faire des réactions nucléaires. Alors par exemple, donc on peut faire des applications, il y a des applications assez concrètes dans la médecine nucléaire par exemple, où on va fabriquer des noyaux radioactifs de manière à servir de traceurs par exemple dans certains diagnostics médicaux, ou bien carrément on va utiliser les radiations émises par ces noyaux radioactifs pour traiter certaines cellules cancéreuses. En fait, on utilise les radiations pour détruire les cellules cancéreuses directement. Il y a même une autre application qui est assez jolie, c'est que si vous prenez donc l'électronique est basée sur des semi-conducteurs. Donc en gros, c'est du silicium que l'on va doper avec des noyaux du silicium, silicium 30 en l'occurrence. Donc c'est 14 protons et 16 neutrons qu'on dope avec du phosphore de manière à créer un champ électrique intrinsèque à l'intérieur. Donc toute votre électronique fonctionne comme ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre du phosphore et le balancer sur le silicium. Donc ça fait un semi-conducteur classique. Donc, mais c'est de la chimie ça. En fait, on implante juste c'est de la chimie d'un peu haute énergie, on va dire. On implante juste le phosphore dans le silicium. Il y a un autre moyen qui est d'envoyer des neutrons sur votre silicium
Donc le silicium-30 va capturer un neutron, ça va faire du silicium-31, qui est radioactif et qui va se transformer en phosphore-31. Donc vous avez production directement à l'intérieur de votre matière de silicium de phosphore-31. Et donc ça donne des semi-conducteurs qui sont dopés au phosphore comme les silicium standards, mais avec un dopage qui est beaucoup plus uniforme dans toute la matière de silicium, puisque vos neutrons ont traversé toute la matière. Mais sinon, modifier des caractéristiques physiques de la matière, là on avait dans une question, on était plus aussi dans une manière de science-fiction. Là, il y a pas là voilà, on va modifier les noyaux. Mais éventuellement, vous allez chauffer votre matière par le flux de neutrons. Les effets sur la biologie sont dommageables, on va dire, pour le moins. Ça, c'est pas à cause des neutrons, c'est parce que, c'est parce que c'est beaucoup d'énergie. C'est parce que c'est beaucoup d'énergie. C'est comme quand on se brûle. Alors par contre, on l'a vu. Si vous faites capturer des neutrons à un noyau, toute radioactivité mise à part, si vous ne changez pas le nombre de protons, c'est toujours le même élément chimique. Alors on pourrait imaginer effectivement, il y a des... alors c'est des choses qu'on utilise beaucoup en physique nucléaire. C'est-à-dire que nous on va s'intéresser par exemple, on va étudier le plomb 208, donc 82 protons, 126 neutrons, et on va aussi étudier le plomb 204, donc il y a 4 neutrons de moins, parce qu'il a des propriétés nucléaires un petit peu différentes du plomb 208. Mais ça sera des applications très très spécifiques pour la recherche fondamentale. En tête, j'ai pas d'idée. Alors, si par exemple dans le combustible nucléaire, la répartition entre uranium 235 et uranium 238 dans l'uranium naturel, et il y a très peu d'uranium 235 pour faire du combustible nucléaire. On va l'enrichir en uranium 235, c'est-à-dire que en fait, comme l'uranium 238 est plus lourd, l'idée, grosso modo, c'est de faire tourner le machin le plus vite possible. Et donc, l'uranium 238 va s'extraire plus rapidement que l'uranium 235. C'est comme ça qu'on fait la séparation entre les deux. Oui, en science-fiction, il me vient un personnage qui s'appelle The Atom. The Atom, c'est le scientifique qui a trouvé un morceau d'étoile, alors pas d'étoile à neutrons, il a trouvé un morceau de naine blanche à la surface de la Terre, et il en fait une lentille qui fait diminuer la taille des objets. Alors, comme pour les étoiles à neutrons, les naines blanches sont confinées par leur propre gravité. Le morceau ne devrait pas rester avec la densité de la naine blanche. C'est confiné par la gravité, comme on dit tout à l'heure. Donc, les effets curieux qu'on peut avoir dans ces astres compacts sont curieux parce que l'astre est compact. Dans la vie réelle... En fait, les étoiles à neutrons ont la même densité que les noyaux d'atomes. C'est comme un gros noyau d'atomes qui fait des kilomètres de diamètre, quoi, en densité de matière. Un gros noyau d'atomes, voilà, c'est ça, un gros noyau. On aura le temps de prendre encore une question, probablement. Il y a ce monsieur qui avait une question depuis tout à l'heure. Ah voilà, le micro arrive derrière vous. Bonjour. Au vu de toutes les expériences de nucléosynthèse que nous avez abordées, est-ce qu'il y a une mise à jour de la classification périodique des éléments? Est-ce qu'il y a une instance qui s'en charge? Avec quelle fréquence? Alors, tout à fait, effectivement. Il y a pas plus que 2 ans. En fait, on a nommé 4 nouveaux éléments chimiques. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, en fait, l'élément chimique le plus lourd que l'on connaisse, c'est l'oganesson, qui a 118 protons, et qui effectivement, en fait, termine une ligne de la table de Mendeleïev. Donc, l'oganesson a été nommé officiellement là en 2016. En fait, il avait été synthétisé pour la première fois en 2006 ou 2004, enfin, une dizaine d'années avant à peu près. Il faut savoir que l'oganesson, on en a fait 3 noyaux jusqu'à aujourd'hui. Donc ça coûte cher alors. Ça coûte cher, voilà. Il faut les garder. Et puis en plus, ils ont un temps de vie de 100 millisecondes. Alors vous voyez, vous en avez 3 et pas longtemps en plus. Hein. C'est vraiment... Mais donc dans la foulée, on a effectivement nommé 4 nouveaux éléments chimiques. Vous avez en dessous à 117 le ténécine, à 115 le moscovium et à 113 le nihonium. Alors au nom, vous pouvez peut-être deviner quelles sont les nationalités des équipes impliquées dans ce type d'expérience. Il y a des Russes dedans, j'ai l'impression. Il y a du russe, il y a de l'américain. En fait, donc les gros centres de recherche, les experts dans ce domaine-là, c'est vraiment les Russes, mais qui travaillent en collaboration avec des Américains, d'où le côté ténécine, moscovium. Et les Japonais qui, alors eux, ils ont fait, donc en fait, eux, c'est les recordman de la plus petite, la réaction qui a la plus petite probabilité d'arriver en physique nucléaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait une expérience pendant 2 ans
de temps accumulé, en fait ça durait plus longtemps, mais 2 ans de temps de faisceau accumulé pour produire 3 noyaux de nihonium. Extrêmement persévérant. Mais du coup, c'est important, ça permet de faire des mesures, enfin, ça a des conséquences. Ça veut dire c'est pas effectivement, juste pour la beauté du geste. c'est pas juste pour la beauté du geste, parce que on s'attend à ce que dans cette région, on a ce qu'on appelle un îlot de stabilité. Alors on va pas avoir des éléments chimiques stables. Pardon ? Ah, c'est fini. Non mais, vas-y. Mais, Je finis. mais On ne va conclue. pas avoir des éléments chimiques stables. Par contre, si on arrivait à faire ces éléments avec un peu plus de neutrons, peut-être qu'on pourrait avoir des éléments qui ont de l'ordre de 30 ans de vie, quelque chose comme ça, avec des propriétés chimiques différentes, puisque c'est des nouveaux éléments chimiques, et peut-être même, pourquoi pas un jour, arriver à faire du vibranium. Vibranium, Vibranium ça radioactif, sera pour bien une sûr. autre conférence, évidemment. Je vous propose de féliciter, d'applaudir Merci beaucoup. notre alchimiste du neutronium. Merci à vous, merci pour vos questions. Et évidemment, une table ronde s'enchaîne derrière, l'une suit l'autre, tant que les utopiales sont là. Merci encore à vous.